Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, ici on est à Rio de Janeiro, on est sur la plage du Secret. Alors ici vous avez la plage de la Macumba, les religions afro-brésiliennes. Vous avez des lieux de divertissement, vous avez notre temple, et puis il y a ce Rio Morto, la rivière morte qui est ici. Et elle doit en permanence être draguée. C'est un peu comme les résidus psychiques. Hein. On doit constamment, dans notre être, dans nos méridiens curieux, enlever tous les résidus psychiques. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas une hygiène élémentaire, eh bien notre corps va se remplir de boue. On fait de la graisse, on fait des mauvaises hormones qui se transforment en graisse, on prend des mauvaises décisions, on accumule des biens qui ne sont pas nécessaires. Et quand on a quitté les divertissements du monde, on a quitté la magie, on a quitté les religions et qu'on accepte de nettoyer à l'intérieur de son être, eh bien ici on découvre un secret, parce qu'ici on est à la plage du Secret. Là-bas vous avez une baignoire naturelle qui est ici. On peut s'y baigner même quand il fait gros temps. Il y a très peu d'eau, il y a environ 2 mètres d'eau, mais c'est vraiment toujours très calme et l'eau est très belle, très limpide. Puis après, il y a une source. Et puis après, on a un point de vue que vous avez vu dans OSS 117 qui permet de voir eh bien, tout autour d'un point de vue panoramique la création de Dieu. La question d'aujourd'hui, c'est quel est le secret ? Alors en Ukraine, il y a quelques jours, il s'est passé une expérience un peu bizarre. Il y a un jeune homme dont le père fait partie d'une église, de l'église ukrainienne orthodoxe. Et il gardait un pont. J'espère que vous m'entendez bien. Il gardait un pont. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a appelé son père au téléphone. Et les gens de l'église se sont mis à prier, se sont réunis, se sont mis à prier pour ce groupe de jeunes ukrainiens, soldats ukrainiens. Et d'après le témoignage qu'ils nous donnent, eh bien, il y a un ovni qui serait apparu et qui aurait détruit les chars russes. Il y aurait eu des tas d'éclairs toute la nuit. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, les jeunes, eh bien, toute une partie de l'armée russe qui était là, enfin le char qui était là et les objets russes qui étaient là avaient été détruits, les soldats tués. Et il y a eu toute la nuit des espèces d'éclairs et cette espèce d'ovni qui passait. Alors, très certainement, c'est un petit coup de harpe, hein, fort possible. Ou un petit coup des amis du sous-sol, on ne sait pas exactement. Hein, on est dans le royaume de la fake news permanente sur cette guerre en Ukraine. Ça peut être une fake news de plus. Par contre, en tant que bouddhiste, moi je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait en tant que bouddhiste ? Alors pour ma part, en tant que bouddhiste, déjà je ne me serais pas retrouvé dans l'armée ukrainienne. Pourquoi ? Parce qu'en Ukraine, il n'y a pas de monarchie. Donc à partir du moment où il n'y a pas de monarchie, il faut savoir dans quel système on est. Et l'Ukraine, c'est un système de démocratie pipoté par l'oligarchie marchande et qui est en réalité une tyrannie, puisque derrière, on vous a parlé des laboratoires du Pentagone, on vous a parlé de tout ce qui se passait derrière, des trafics d'enfants, etc., etc. Alors je ne veux pas tomber dans le QAnonisme, parce qu'actuellement, l'administration Biden, elle donne raison aux QAnonistes. C'est-à-dire tout ce que nous ont raconté les QAnonistes, l'administration Biden tend à nous dire que oui, il y avait bien des laboratoires en Ukraine, oui, il y a bien des endroits avec des enfants, oui, il y a bien du trafic d'organes, oui, Joe Biden et sa famille sont bien impliqués. Donc, la communauté juive d'Ukraine a dit qu'elle défendrait l'Ukraine. Alors du côté russe, elle est passée du côté russe et du côté ukrainien, elle s'est barrée en Israël. Voilà. Donc il y a eu des fake news pour essayer d'impliquer les Israéliens, notamment le bombardement du mémorial de la Shoah, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a eu aucun bombardement du mémorial de la Shoah. On est dans un ensemble de fake news. Mais de toute façon, moi je me suis posé la question en tant que bouddhiste. Est-ce qu'en tant que bouddhiste, je me serais retrouvé dans une armée de soldats, d'une armée volontaire ou incorporée ou de carrière, d'une armée, d'une démocratie qui est en train de devenir une tyrannie et derrière laquelle il y a l'oligarchie marchande? C'est non. Voilà, donc je ne me serais pas retrouvé dans la situation de ce jeune homme. J'aurais fait le choix soit d'être neutre, soit de partir. Voilà. Il y a des moments, il ne faut pas se salir les mains.
C'est-à-dire que, eh bien, il faut laisser les gens assumer leurs responsabilités. C'est-à-dire que ceux qui croient dans la République ukrainienne, qui croient dans la nation ukrainienne, qui croient que Vladimir Poutine est méchant, eh bien, qu'ils aillent se faire tuer, parce que les gens qui sont en face d'eux, ce sont les mêmes qu'eux. Vladimir Poutine vient de faire construire une espèce de mausolée gigantesque, qui est une église orthodoxe nationale russe, avec de l'intérieur les grands héros de la Russie, dont Staline d'ailleurs. Donc c'est une ode à la nation russe, couverte par la religion orthodoxe. Alors je peux déjà vous annoncer que la nation russe, elle n'a pas très longtemps à vivre, et la nation orthodoxe non, et les orthodoxes non plus. C'est-à-dire que parce que l'Église orthodoxe collabore au nationalisme, elle est proche de sa destruction et de son anéantissement par Dieu. Elle est en train d'amener les croyants dans une voie erronée qui est la voie du nationalisme. Comment on le sait? Eh bien, dans la Bible, il y a l'expérience de Babel. La tour de Babel, c'est une nation qui se rendait un culte à elle-même, c'est une forme d'idolâtrie. Et puis elle s'est construit des mausolées, elle s'est construit des tours, etc. Et elle a pris la foudre. Voilà. Et Nemrod, il a compris l'erreur qu'il avait faite. Et puis, eh bien, après, il est rentré dans le rang. C'est très certainement ce qui va se passer avec la Russie, ce qui va se passer avec tous ces États-nations et les religions idolâtres qui idolâtrent la nation, qui sont impliquées dans ce programme. Eh bien, tout va être détruit et ils vont devoir se repentir, voilà, des erreurs qu'ils ont fait. Voilà. Il y a 2 ans environ, Jair Bolsonaro avait massé des forces militaires brésiliennes à la frontière du Venezuela parce qu'il pensait rendre service aux États-Unis en mettant la pression sur le régime socialiste de Maduro. Quel était le crime d'Hugo Chavez, qui a d'ailleurs été élu, qui était un président démocratiquement élu? C'était de penser que l'argent du pétrole ne devait pas aller aux multinationales, ni dans les gabegies étatiques, mais il devait être redistribué au peuple sous forme de nourriture subventionnée, sous forme de bourse d'études, et un programme ambitieux d'amélioration de la citoyenneté au Venezuela. Hugo Chavez a subi l'embargo des États-Unis pour cette position. Et puis il a été soutenu évidemment par le président Lula et les autres présidents d'Amérique du Sud. Et Jair Bolsonaro qui veut toujours faire le malin. Là, dernièrement, il s'est montré avec un maquilleur homosexuel qui a appelé son chien de son nom à lui. Parce qu'au point où il en est, il a tellement peur d'aller en prison que s'il devrait sucer la bite d'un PD en public, il le ferait. Voilà. Et c'est toujours le cas de la droite nationaliste. Elle va se vendre comme la dernière des prostituées dès qu'elle en aura l'opportunité parce qu'elle n'a pas de dignité. Et en réalité, le nationalisme qui nous crée une identité, une dignité artificielle qui est d'appartenir à une nation, ça provient qu'on n'a pas de dignité. Une personne qui n'a aucune dignité personnelle, elle va rentrer dans un programme nationaliste. Et elle va se retrouver à faire exactement le contraire de ce qu'elle voulait faire au début pour survivre. Hitler, il est arrivé en disant aux Allemands vous avez échoué à cause des Juifs, vous avez perdu votre dignité, moi, Adolf Hitler, je vais vous redonner votre dignité. Nous sommes la grande nation allemande et nous allons exterminer les autres nations et les dominer. Eh bien, figurez-vous que c'est l'Allemagne qui a été exterminée et c'est les autres nations qui dominent l'Allemagne et ça n'est pas fini. Ce qui prouve bien que le nationalisme, c'est toujours une erreur. C'est pour ça que je suis là dans la plage du secret pour vous le dire. C'est que le secret de la vie, c'est qu'on appartient à une nation quand on est nomade. Quand on est sédentaire, on appartient à une civilisation. Si vous n'êtes pas capable de comprendre cette différence, que la nation, le nationalisme ne peut appartenir qu'à des nomades et que la civilisation ne peut appartenir qu'à des sédentaires, c'est que vous n'avez rien compris. Ici, c'est le secret de base. Le secret de base, c'est que pour arriver à la source, c'est-à-dire à Dieu et à nous-mêmes, et puis pour ensuite avoir un point de vue panoramique sur la vie, eh bien, il faut faire le deuil du nationalisme et il faut faire le deuil du civilisationnisme. Or, c'est principalement ce qui a caractérisé l'Occident. L'Occident, il s'est déchiré entre nations et il s'est lancé dans une mission de civilisationnisme. De la civilisation occidentale, il en restera bientôt rien. Le programme de mondialisation sera un échec parce que c'est avant tout cette espèce d'orgueil petit blanc absolu, babélien,
qui fait croire que on est une nation au-dessus des autres. Alors ça a été d'abord les Italiens, les Romains, puis les Portugais, puis les Espagnols, puis les Français, puis les Hollandais, puis les Anglais, puis les Allemands. Maintenant c'est les Russes et les Chinois qui veulent nous faire croire qu'ils sont une nation au-dessus des autres. Et bien c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec des nomades, c'est-à-dire des nations, une nationalité qui est transmise par les femmes, et ça marche par de la sédentarité, c'est-à-dire eh bien, un droit du sol dans une patrie qui est transmis de père en fils. Ça, c'est la base, c'est le secret. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez rentrer dans le nationalisme. Le nationalisme vous mènera soit au capitalisme, soit au socialisme, et l'affrontement entre les deux qui est en train de se passer, puisqu'on a un affrontement entre les capitalistes et les socialistes, vous mènera à une gouvernance mondiale, à une mondialisation qui n'a aucun avenir et aucune chance de succès. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous resterez dans le Rio Morto, vous aurez besoin de vous faire draguer, c'est-à-dire que vous allez bouffer vos négativités jusqu'à la lie. Dans la vie, en règle générale, on bouffe ses négativités. C'est le principe même, selon le bouddhisme, du samsara. Alors pour ma part, si par le hasard du samsara, je me serais retrouvé comme ces soldats ukrainiens face aux forces russes et que les forces russes aient été en nombre tel que je savais que j'allais être tué, eh bien j'aurais agi en bouddhiste. C'est-à-dire soit j'aurais appelé ma hiérarchie et je lui aurais dit que la position est intenable, hein, et j'aurais attendu les ordres. Et si on m'avait demandé de rester, coûte que coûte, au sacrifice de ma vie, eh bien, je serais allé au-devant de l'armée russe avec mon fusil au-dessus de la tête et un drapeau blanc et je me serais rendu. Pourquoi ? Parce que ça évite à des gens de se faire tuer des deux côtés pour des causes qui n'en valent pas la peine. Le nationalisme, c'est une cause qui n'en vaut pas la peine. Le civilisationnisme, c'est-à-dire la colonisation, la mondialisation, c'est une cause qui n'en vaut pas la peine. Ce sont des systèmes qui nous mènent dans le même état que l'Allemagne. L'Allemagne est souvent citée en modèle parce qu'elle est riche et qu'elle a une petite armée, le Japon aussi. Mais il faut savoir que c'est les deux nations les plus polluées atomiquement au monde. Il y a quelques années, les Allemands ont décidé de stocker tous leurs déchets nucléaires dans une mine de sel. Ce qui se passe, c'est que la mine de sel, elle a été inondée et qu'actuellement, l'intégralité de l'eau potable en profondeur en Europe, y compris celle du bassin parisien qui alimente Paris, est en train de se faire contaminer par les déchets radioactifs allemands. Il y en a pour des centaines de millions d'années d'avoir en Europe une eau non potable et radioactive. Vous imaginez les conséquences va avoir pour l'humanité la présence de déchets radioactifs dans un pays tempéré et l'infiltration de toutes les eaux d'Europe, grosso modo d'Évreux jusqu'à Moscou, avec des eaux contaminées d'un point de vue atomique. C'est-à-dire que l'humanité qui va se développer là sera une humanité mutante. Certaines personnes ont suspecté que derrière l'épidémie de coronavirus et la distribution massive de graphène, il y ait la volonté de protéger la population des retombées radioactives. C'est-à-dire que malgré les risques que peut comporter une épidémie, hein, il y a plein de gens qui meurent, notamment les plus fragiles, eh bien peut-être le graphène va nous protéger. En tout cas, il y a un certain nombre d'expériences scientifiques qui ont été menées et le graphène protège des retombées radioactives. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, on ne sait pas. Voilà. Cette question du traitement des déchets radioactifs, elle est très importante. On a vu à Fukushima comme à Tchernobyl que quelque chose s'était passé physique. Lorsque
à ces deux catastrophes. Sur cette chaîne et sur ma chaîne OVNI, je vous ai mis plusieurs fois en garde. Et le chien, et bébé. Je vous ai mis et le nucléaire. On dit. Je vous ai mis plusieurs, vous expliquant que le lien était avéré, qu'il avait été là. Et d'ailleurs, le commandant Grelet, au rapport déclassifié de l'armée américaine, il y a un lien entre le nucléaire. Il y a plusieurs théories sur la question, avec une autre race humanoïde. Et que cette race humanoïde, elle est plutôt concentrée en sous-sol, pôle Nord et pôle Sud, à partir du pôle Nord et du pôle Sud. Et que cohabite avec elle, en harmonie, une race humaine qui a été, qui est survivante du précédent cycle d'humanité, ce qu'on appelle l'Atlantide. Alors je suis toujours très très prudent quand le New Age a tellement déliré sur la question que c'est difficile de... C'est en vérité assez difficile de pouvoir donner une réponse claire. Mais ce qu'on peut penser, c'est que d'un point de vue rationnel et logique, plutôt d'un point de vue logique plus que rationnel, parce qu'il n'y a rien à compter, c'est que certainement il est possible qu'il y ait une autre humanité sur Terre qui ne soit pas mammifère, qui soit vivipare, ovipare, et que cette humanité bis, elle soit beaucoup plus ancienne. L'évolution des espèces montre que les serpents, les dinosaures, etc. ont précédé les mammifères, les ptérodactyles aussi, les oiseaux, les ovipares. Les mammifères tels que nous les connaissons comme nous, on est apparu bien après. Donc s'il y a un schéma rationnel, logique, plutôt un schéma logique de transformation, de réalisation du programme de vie sur cette planète, il est possible que cette espèce soit passée par les mêmes choses que nous avant et qu'elle ait souffert du nucléaire. Il y a certains sites archéologiques, notamment en Afrique de l'Ouest, qui sont intéressants, puisqu'on y voit des explosions nucléaires très anciennes. On ne sait pas si elles sont naturelles ou si elles étaient liées à des fabriques atomiques. En tout cas, c'est une question qui nous est posée par rapport à l'énergie atomique. L'humanité ne s'est pas montrée capable d'en faire un usage sage, où elle a tout pollué et tout foutu en l'air, jusqu'à se menacer elle-même, où elle passe son temps à se menacer de bombes nucléaires pour que chacun puisse vivre sa vie de son côté. Ça serait peut-être mieux de commencer comme ça, c'est-à-dire que chacun a défini son territoire, il vit de la façon dont il a envie et les autres respectent ce choix. Mais ça ne semble pas le cas. Les nations, chaque nation déteste chaque autre nation. Les socialistes détestent les capitalistes détestent les socialistes et les mondialistes détestent l'humanité. Voilà. Donc dans un système de détestation générale, c'est quand même difficile de prendre position. Hier soir, j'étais avec un ami et il m'a dit est-ce que Pascal est un danger pour la société? J'ai dit non, c'est la société qui est un danger pour Pascal. C'est-à-dire que l'humanité, telle qu'elle se trouve actuellement, c'est-à-dire avec des civilisations qui n'existent plus dans l'hémisphère sud et qui sont en cours de fabrication, et avec des civilisations qui se sont effondrées dans le nationalisme dans l'hémisphère nord, on est vraiment en grand danger. C'est-à-dire que si vous êtes un être traditionnel comme moi, qui pense nation pour les nomades et sédentarité pour les civilisations, le monde dans lequel on est, il est un danger pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez être accusé de n'importe quoi, vous pouvez être privé de vos biens, vous pouvez être tué ou vous pouvez être torpillé pour vous couler à n'importe quel moment et quoi que vous fassiez parce que notre société est malade. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo sur deux cas. Le cas des hétérophobiques, des hétérophobes et le cas des homophobes. Et vous allez voir, je vais faire un parallèle dans le cadre du temple bouddhiste entre l'homophobie hétérosexuelle et l'hétérophobie homosexuelle. Et comme moi, vous conclurez qu'un homosexuel qui serait hétérophobe est un malade mental, est un danger pour la société. Et vous devriez conclure de la même façon qu'un homophobe, il est un malade mental et il est un danger pour la société. Donc souvent on m'interpelle sur le fait que je sois bouddhiste et musulman et que je sois homosexuel, comme s'il y avait une contradiction, comme s'il y avait un empêchement métaphysique. Il n'y a absolument aucun empêchement métaphysique, quelque chose qui ferait que deux personnes ne peuvent pas s'aimer. Voilà. Après, ces deux personnes, c'est à elles de savoir ce qu'elles vont faire ensemble.
Ici, chez les indigènes du Brésil, avant la colonisation, il y avait des homosexuels, il y avait des couples homosexuels. Les homosexuels avaient été dans l'égalité avec les autres hommes. En 1614, lorsque les Portugais sont arrivés ici, qui étaient des civilisateurs, des civilisationnistes, en plein nomadisme, c'était des nomades, c'était des nationalistes portugais qui pensaient qu'ils avaient une mission civilisatrice. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est assassiner en 1614 ici un Tupinamba, un Indien Tupinamba qui était homosexuel, qui a été tué de manière atroce. Voilà. Donc on voit bien que ce Tupinamba, il n'était pas un danger pour la société parce qu'il vivait selon l'ordre divin, l'ordre naturel. Par contre, les Portugais nationalistes et leur mentalité coloniale fait que ces Portugais étaient de véritables dangers qu'ils étaient prêts à tuer. Il y a un procès en canonisation de l'Église catholique qui va permettre de canoniser cet Indien comme victime de la colonisation et victime du catholicisme romain. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. Je vais vous laisser profiter un petit peu du paysage. On va aller près de la source. C'est toujours bien d'aller à la source. Alors là, vous avez le Rio Morto. Ici, il y a le secret. Et puis, on va aller à la source des maladies mentales dont souffre l'humanité. Et à la source des maladies mentales dont souffre l'humanité, et je peux le dire parce que j'ai du sang juif, c'est une déviation du judaïsme. C'est-à-dire la déviation du judaïsme a généré quelque chose qui n'était pas connu avant, qui était une homophobie viscérale. Et généralement, les homophobes, même quand ils ne vont pas à la messe, même quand ils ne vont pas au temple, même quand ils ont un fils pédé, je pense à Bolsonaro, ils nous racontent que c'est la Bible qui le dit. Alors c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que je suis souvent interrogé sur ce sujet, non pas que je fasse du militantisme gay, mais à chaque fois que j'ai l'opportunité de révéler des secrets, comme ici, chaque fois que j'ai l'opportunité de révéler des secrets, je le fais. Voilà. Parce que c'est important d'aller à la source des problèmes. Et puis quand on est allé à la source des problèmes, quand on est allé à la source de vérité, on peut avoir une vision d'ensemble de l'existence. Alors c'est ce que j'ai fait sur mes chaînes depuis 2 ans et demi maintenant, c'est vous donner une vision panoramique. Vous donner une vision panoramique des mécanismes de sédentarité et de nomadisme. Vous donner une vision panoramique de nos sociétés, des pouvoirs qui la sous-tendent, de vous donner une vision panoramique des religions, et en particulier de la gnose qui sous-tend la connaissance qui sous-tend cet ensemble. Alors généralement, quand on enseigne la gnose en public, on le fait environ 3 ans et demi, puis ensuite on est tué. C'est en règle générale ce qui s'est passé chez toutes les personnes qui ont pris la décision d'exposer la gnose en public. Ça se passe pas toujours mal. Quelquefois ça se passe un peu mieux, c'est-à-dire qu'on n'est pas tué, mais en tout cas on arrête le travail qui a été fait. Parce que il y a des gens qui sont capables de comprendre la première année et ils suivent leur chemin. Il y a des gens qui sont capables de comprendre la 2e année, ils suivent leur chemin. Il y a des gens qui sont capables de comprendre la 3e année, ils suivent leur chemin. Mais au bout de 3 ans et demi, c'est fini. Et là, vous avez eu une première guerre mondiale qui vous a déchristianisé, une 2e guerre mondiale qui a déjudaïsé le monde, et on va vers une 3e guerre mondiale qui est en train de désislamiser le monde. Et puis ensuite, on va avoir l'échec du satanisme, c'est-à-dire de tout ce qui est adversaire à l'humanité. Mais en cours de route, on va perdre les 2/3 de l'humanité, c'est ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse de Saint Jean, c'est un texte gnostique. Et dans cet Apocalypse de Saint Jean, on nous enseigne que les 2/3 de l'humanité, en tout cas dans l'hémisphère nord, vont être perdus. Et puis il y a des personnes qui vont aller au-dessus, dans la Jérusalem céleste, qui, selon la prophétie de Don Bosco, aurait plutôt tendance, cette structure traditionnelle, on croit, à apparaître au Brésil.
Voilà. Et en Afrique du Sud. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais proposé ici de faire cet éco-village, d'y vivre ensemble. C'était pas un investissement financier qui allait rapporter de l'argent. C'était pas une manière de se mettre à l'abri tout en gardant sa petite sacro-sainte personnalité et continuer à baiser des petites filles et empoisonner l'existence de tout le monde, hein, ou rester lié au réseau pédocriminel et à Big Pharma. C'était le moyen de nous mettre en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire, la synarchie, c'est une vision divine, naturelle, logique de l'existence. Quand on l'a compris, on ne peut que la vivre. Et quand on n'est pas sincère avec soi-même, eh bien, on va se taper la tête dans les murs. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai plus beaucoup pris. Mais en tout cas, ce que je vous tenais à vous dire, c'est que dans la vie, il faut être sincère et il faut vivre ses choix. Si vous n'êtes pas sincère et si vous n'êtes pas prêt à vivre vos choix, eh bien, laissez-vous couler dans le déterminisme historique. Voilà, je vais vous laisser, vraiment plus du tout de batterie.